Alors, bonjour à tous. Bienvenue à la première de l'émission Vie d'artiste. Mon nom est Jackie Poulain. Je suis auteur, compositeur, interprète. Vous pouvez prendre connaissance de ce que je fais à jackiepoulain.com, sur mon Facebook, Jackie Poulain, les tambours de nos pères, et sur ma chaîne YouTube, Jackie Poulain. Qu'est-ce que l'émission Vie d'artiste? Vie d'artiste, c'est une émission où je vais avoir la chance de rencontrer des artistes de différents horizons, de différentes cultures, de différents projets et de discuter de justement qu'est-ce qu'ils font à travers leur cheminement, à travers leur vie personnelle, leur intégration. Donc, c'est une émission qui va vous être présentée de façon aléatoire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas prévue une semaine ou dans le mois, ça va aller au gré des rencontres que je vais faire. Alors, aujourd'hui, à la première de l'émission, j'ai le plaisir de recevoir une artiste québécoise que j'ai eu le plaisir aussi d'étudier avec elle et de la côtoyer durant mes études musicales. C'est une artiste intègre, authentique, elle est très créative. Je vous parle de Jorane. Salut Jorane. Salut Jackie. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un réel plaisir de t'avoir avec nous, Jorane. Merci à toi de m'accueillir puis d'avoir cet intérêt avec ce projet-là que je viens juste de mettre au monde. Oui, on va en parler de ce projet-là. Mhm. Jorane. Alors, Jorane compte à ce jour 11 albums à son actif, dont sa dernière création, MN7, qu'elle nous a dévoilée le 17 septembre dernier, c'est-à-dire vendredi passé. C'est une œuvre plurielle, collaborative et ambitieuse sur laquelle elle travaille depuis maintenant 6 ans. Elle a fait des prestations un peu partout dans le monde. Elle a plusieurs récompenses et prix soulignent son talent. Elle compte aussi plusieurs collaborations tout aussi prestigieuses les unes que les autres. La liste, elle est longue. En plus de ses projets d'artiste, elle se démarque également dans la création de trames sonores au cinéma, au théâtre et à la danse. Et depuis plusieurs années, elle collabore également avec plusieurs artistes au Québec. Euh, Elle a une carrière prolifique, il faut le dire. Jorane est une surprenante créatrice et vocaliste instinctive qui abolit les normes musicales et bouscule les codes établis. Par sa voix qu'elle utilise comme vecteur sensoriel, elle canalise la conscience au plus lointain de nos cellules, à nos racines séculaires. Son dialecte imaginaire rompt toute bannière de langue et son chant saisit l'essentiel, l'instinctif, ce qui est enfoui au plus intime de soi. Dans son travail, elle stimule un dialogue libre entre elle et ses nombreux collaborateurs. Elle crée à ce moment-là au sein d'un microcosme où musiciennes et musiciens, auteurs, électroacousticiens, vocalistes, ingénieurs et manipulateurs de son, arrangeur et orchestrateur, philosophe, parce qu'elle s'en inspire, architecte d'expérience, ose le questionnement commun. Alors, elle devient à ce moment-là curieuse et fascinée. Elle se laisse dès lors guider par une prise de risque. Ainsi naissent tension et abandon, propres et inhérentes à la musique et à la psyché humaine. Elle est connectée sur quelque chose. De cette façon, elle conçoit son propre monde. Alors, Jorane, Wow! oui, non, mais c'est vraiment sa part, c'est quelque chose d'unique qu'il y a dans ça. Écoute, Jorane, on t'avait perdu de vue un peu depuis plusieurs années. Je me demandais où c'est que tu étais rendu. Je savais que tu étais sur le terrain parce qu'on n'arrête pas quelqu'un comme toi. Mhm. Mais quelle belle façon de revenir dans le paysage de la musique québécoise avec depuis 2 ans, tu es plus active sur les réseaux sociaux, tu as fait un EP de ce projet-là, tu as fait Ouais. une création en résidence d'électroacoustique. Mais comment il est né ce projet-là? Comment est apparu le filon de MN7? Hmm. Écoute, Jackie, tu sais, dans les dernières années, j'avais cette envie de création. Je vais te parler du début dans pas longtemps. Euh, puis, c'est comme si j'ai pris le temps, euh, pour une fois, de me dire, OK, je pars à l'aventure, puis ce sera prêt quand ce sera prêt. Je m'étais jamais mis de date butoir de sortie ou
quoi que ce soit. Oui. Puis, tu sais, je faisais beaucoup, tu dis que j'étais encore sur le terrain, mais un peu moins présente. Ben, c'est parce que je faisais beaucoup de musique pour d'autres. Tu sais, je devenais conceptrice musicale pour le cinéma, pour le théâtre, comme tu as dit, la danse. Puis, je pense que c'est en voyant les réalisateurs, les metteurs en scène, c'est avec toutes ces équipes-là que je me suis dit que moi aussi, je pouvais devenir le centre d'un grand projet puis m'entourer de collaborateurs, collaboratrices pour pouvoir nourrir une vision. Parce que j'adore travailler en équipe. Oui, je suis capable de faire des projets seule, mais je pense que cette collaboration-là de création avec d'autres d'autres créateurs qui vont travailler avec d'autres médiums, ça venait me nourrir. En fait, ça m'inspirait beaucoup. Puis, c'est essentiel, en fait. Ben, c'est essentiel. Puis, c'est d'abord un partage, hein, faire de la création. Oui. S'il n'y a personne pour le partager avec nous, ça donne rien, en fait. Oui. Puis, si je le mets dans le temps, le début de ce projet-là, je le place vraiment en 2015. Quand c'est Laurent Saunier au Festival de jazz de Montréal, il m'a dit, ben écoute, t'es pas dans une tournée en ce moment, ni dans un album qui vient de sortir, mais peux-tu nous faire une création? Je te donne 2 soirs. Ça vient tellement me chercher, là. Ça me fait un plaisir énorme. Quand on me dit, crée-nous quelque chose. Puis, donc, j'avais 2 soirs au Savoy, puis j'ai fait un soir que j'ai appelé en noir et blanc, puis l'autre en couleur. Donc, il y en a un qui était plus avec vraiment toute la partie rythmique, on était en trio. Puis l'autre où j'avais rajouté guitare, piano, vraiment toute la couleur harmonique qui venait s'ajouter aux pièces. Wow. Alors, de ça est né justement le petit EP là, que tu as vu du Jimenez 7 Part 1. Oui. Mais en fait, ça, c'était un point de départ. Ensuite, j'ai eu une autre carte blanche avec le Centre d'art de Hartford où on m'a dit vas-y. Puis encore une fois, j'étais toute inspirée de ça et on m'offrait aussi de jouer avec un quatuor à cordes. Donc, j'ai réarrangé, composé, travaillé avec d'autres mondes pour vraiment produire quelque chose d'autre pour avancer encore dans ce projet-là. Absolument, mais au niveau de la création elle-même, ouais. Quand tu as plongé dans ça, là, tu nous parles que tu as fait des lectures philosophiques et artistiques. Oui. C'est allé te nourrir. Comment ça te nourrit, ces lectures-là? Qu'est-ce que ça a apporté, la dimension que ça a apporté au niveau de ta création? Beaucoup de choses. Premièrement, si je peux te parler d'un livre de Abdenour Bidar qui, lui, a fait un essai où il nous parle, le titre de son livre, c'est « Les tisserands ». Reconstruire ou recoudre ensemble les tissus déchirés du monde. C'est vraiment beau parce qu'en fait, il nous met en lumière les 3 grands liens qu'on devrait renouer avec, qu'on devrait nourrir à tous les jours, à tout moment. Oui. C'est-à-dire le lien à l'autre, le lien à soi et le lien à la nature. Juste de lire ce livre-là, de se rappeler comment ces 3 liens sont fondamentaux. Et c'est ce que j'essaie de travailler, de mettre en lumière, non seulement dans ma musique, mais aussi dans ma vie personnelle, dans mon travail. Oui. Alors, ça nourrit la création, mais aussi nourrit le fonctionnement, je dirais. Oui, pour être saine dans ton cheminement puis dans ton approche de la réception de tout ça, là, que ça t'atteint. Oui, mais c'est pour le partager. C'est un peu pour, à mon tour, essayer d'envoyer ce message-là comme on peut dans l'univers. Mais tu sais, une des lectures aussi très fondatrices de ce projet-là, en fait, que je devrais dire en premier parce que c'est ce livre-là qui est venu réveiller en moi une flamme très importante, en fait. Il y a des gens qui m'ont offert à différentes reprises le même livre. C'est un livre de Clarissa Pinkola Estes, qui est une psychanalyste, qui a fait un livre qui s'appelle « Femmes qui courent avec les loups ». Pour moi, ce livre-là devient une bible de la féminité. Mais les gens venaient me voir avec ce livre-là en me disant « ça, c'est toi ». Puis ça a pris vraiment plusieurs années, en fait, avant même que je l'ouvre. OK. Et je sais, ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Il y a comme des moments, je suis quelqu'un de très instinctif, alors... il faut que ça soit le temps, il faut que tu le sentes, là. Exactement.
Puis peut-être que je savais ce que j'allais trouver aussi. C'est peut-être ça. En tout cas, tout ça pour dire que au moment où j'ai lu juste l'endos du livre, j'ai fait comme... j'ai eu une espèce de souffle. Là, j'ai compris, pourquoi on m'avait donné ce livre-là et pourquoi, oui, je devais le lire, mais à quoi il allait servir dans ma vie. Puis c'était de vraiment jamais mettre de barrière sur cette connexion, sur cette source qui est à l'intérieur de nous, puis la laisser aller telle qu'elle doit être. Absolument. C'est vraiment très inspirant ce que tu viens de dire, puis ça touche quelque chose de profond. Je te dirais, dans ton nouveau projet, Joran, on te reconnaît, mais à mon avis personnel, il y a une nouvelle dimension qu'on ne connaissait pas dans tes projets personnels. Tu as fait des projets, justement, tu as travaillé pour d'autres, au théâtre, à la danse, au cinéma. Est-ce que tu pensais que ces collaborations allaient t'apporter une aussi grande dimension là, dans ta façon de créer? Mais c'est certain qu'on n'a pas vu souvent la musique être le sujet comme ça. Tu sais, la musique être au centre de cette, je sais pas, d'une création. En tout cas, pas dans le monde que moi je côtoie. Puis c'est sûr qu'il existe des opéras, il existe tout ça. Mais en fait, il faut le voir un peu de la même façon, si on veut, dans le sens où la musique que je propose en ce moment, la raison pour laquelle l'album dure 1h20, c'est parce que c'est la trame sonore du concert. Au départ, moi, je voulais faire un concert, un événement live. Je voulais même pas faire d'album parce que les albums, ben, c'est souvent comme une goutte dans l'océan. Puis après ça, alors que le concert, ça devient un souvenir, ça devient un moment précis. Je sais pas, il y a quelque chose de très, très fort c'est très nourrissant, ça nourrit beaucoup de gens, là. Dans le rituel, en fait. Je pense c'est un rituel, le fait de se rendre, d'aller à un concert chanter. Moi, je demande souvent aussi aux gens de chanter. Je trouve que ça nous fait tous du bien, puis ça rend l'expérience encore, ça la magnifie. Puis juste être autant de musiciens sur scène pour la musique, il y a un aspect de communion qui est super important. Oui, puis au niveau, comment tu traites l'aspect rituel, justement, cet aspect-là, dans le spectacle que tu vas nous présenter en début d'année, là, en avril? Ben déjà, nous, ensemble, les musiciennes ont accepté de sortir vraiment de leur zone de confort. Ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille sur cette musique-là qui évolue, mais elles ont même accepté de aussi la prendre par cœur. Pour le quatuor à cordes, c'est quand même quelque chose parce que c'est des partitions assez chargées. Non seulement ça, mais aussi de bouger. De vraiment, je parle de danse, c'est sûr que c'est une autre forme, mais on a Deborah Brown qui vient nous aider justement dans la chorégraphie, quand je lui ai dit, Deborah, j'ai envie que tu nous aides à pouvoir être encore plus nous sur scène à travers notre musique. Elle m'a dit, Joran, c'est tout à fait ça que j'aime faire. Et là, elle vient avec nous, puis elle vient nous libérer, si on veut, des fois, de notre façon de s'arrêter, de cette façon de dire, ben non, je peux pas aller jusque-là. Puis non, elle vient vraiment nous laisser, nous permettre ce mouvement, ce geste qui fait partie de nous. Oui. Et comment c'est d'avoir à s'impliquer écoute, dans la création elle-même de la musique, de diriger les musiciens, mais en plus de ça, tu es co-réalisatrice de ton album. Tu as fait 100 heures de studio avec Marc Bell. 100 jours de studio. 100 jours, oui, 100 jours, pas 100 heures. C'est une déformation professionnelle de ma part. C'est correct. OK, et puis 100 jours de studio. Oui, OK. Comment tu as vécu ça En fait, tu devais être contente parce que tu pouvais comme amener ton grain de sel par rapport au résultat, le figer par rapport à ta création originale, là. Ben, c'est sûr que tant qu'à accepter de mettre ça sur CD et de se dire, OK, on enregistre le tout, je me suis dit, on y va vraiment all out. On va y aller jusqu'à temps que ce soit prêt, encore une fois. On va y donner toute l'ampleur.
que j'ai envie qu'on entende dans cette musique-là. Puis, Oui. donc, ça faisait déjà plusieurs années que je travaillais sur la musique. Puis, quand est arrivé le moment où je voulais vraiment trouver quelqu'un qui allait m'aider à canaliser cette énergie-là, à vraiment trouver une façon euh, que le résultat soit à la hauteur, finalement, de ce que j'avais en tête. Oui. Puis, Marc Bell, c'est un compositeur, c'est un producteur de musique, vraiment de projets Multimédia. multimédia Oui. d'envergure. OK? Alors, lui, je savais qu'il était, habitué de travailler dans une architecture musicale complètement différente. Tu sais, la musique que j'ai faite est construite comme une musique de film. Alors, on n'est pas dans des canevas, si on veut, de chansons ou de musique plus traditionnelle. On est vraiment dans une liberté, mais qui, à ce moment-là, devait, pour les biens de mettre ça sur un album, être Et canalisé. tu me fais penser parce que j'ai écouté, j'ai vraiment apprécié l'écoute de ton projet. Il y a la pièce Errance, justement, qui me fait penser, qui est plus courte, qui dure 5 minutes. C'est comme un petit clin d'œil, en fait, à un petit peu plus de quelque chose de plus, plus simple. Oui. Bon, Oui, on est vraiment comme dans une espèce de, j'allais dire de mantra, mais il y a quelque chose qui n'arrête pas. Il y a comme une roue qui tourne, mais on est vraiment, ça représente un moment vraiment dans le spectacle où il y a cette errance-là, oui, cette quête, cette recherche un peu dans un genre de brouillard ou tempête de sable. Il y a quelque chose qui nous empêche de vraiment voir assez loin pour pouvoir voir la direction où aller. Il y a vraiment cette errance-là. Tu vois, celle-là, c'est une des dernières qui a été composée parce que je voulais vraiment, il me manquait quelque chose dans la trame émotive du oui, spectacle. Puis cette pièce-là est venue vraiment jouer un rôle particulier pour nous permettre de repartir dans une autre direction après. Mais tu sais, si tu me permets, je reviens un peu avec le travail fait avec Marc Bell. oui, Euh, donc, tu sais, on parle de 100 jours de studio, là, mais faut savoir quand même, avec les musiciens, on a travaillé, je dirais, 3, 4 jours au studio Piccolo. On a enregistré toutes les cordes, le quatuor, le piano, la contrebasse et mon violoncelle en partie. Là, dans ces quelques jours-là où on est allé vraiment chercher une sonorité avec Ghislain-Luc Lavigne, qui était ingé son avec nous à ce moment-là. Une sonorité beaucoup plus dans les hautes, vraiment une sonorité plus froide pour les cordes, ce qui allait vraiment oui. nous laisser vraiment une latitude, vraiment un espace immense pour pouvoir ajouter tout l'aspect électro qu'on voulait aller chercher pour faire exploser les dimensions de la musique qu'on Oui. venait d'enregistrer. Je pense que tu faisais le lien avec Björk dans ça, là. On a fait vraiment, en fait, il y a les Björk, Johan Johansson, Nils Fram, Sigur Rós. On faisait vraiment du AB là, dans l'écoute avec leur façon à eux d'enregistrer les cordes, tu sais, surtout. Oui, OK. Puis d'ailleurs, ça transparaît dans ce que tu fais, là, cet aspect-là. Il y a du Joran, on sent du Björk, du Tori Amos, puis moi aussi, je perçois un peu là, des racines africaines là, dans ta façon de faire les harmonies et les rythmes, là, la façon que ça part. Là. C'est vraiment intéressant. Joran, tu as dû faire beaucoup de sacrifices pour arriver au bout de ces 6 ans-là. Euh, Mm. je pense, quand je parle de sacrifice, moi, je fais le lien avec la famille. Parce que quand on a une famille, c'est une vie de tous les jours. Là, on est responsable, puis c'est une vie en soi, c'est un rôle qu'on ne peut pas passer à côté. C'est nourrissant à la fois que c'est difficile. Euh, la famille est importante. Donc, tu es la nouvelle porte-parole du Fort Enfants et Famille, car tu as vécu une histoire particulière avec un de tes fils, Monolo. D'ailleurs, tu as 3 enfants. Puis, Oui. donc, je sais que la famille est importante pour toi et je me demandais, quand on a une relation aussi forte avec l'imaginaire, puis la conscience créatrice, est-ce que ça t'arrive de perdre un peu contact avec la réalité en période de création? Là? Est-ce que comment tu dois dealer avec cet aspect-là si c'est un phénomène que tu vis? C'est comme si la musique, pour moi, c'est vrai que c'est une autre dimension. C'est vrai que ça me permet d'être moi en musique. Oui, Il y a quelque chose de libérateur et quelque chose de nouveau. oui, C'est
un autre monde, c'est un monde parallèle qui me permet de vivre autrement, c'est vrai. Puis c'est cette recherche-là, puis je pense que c'est pour ça que je suis tant à la recherche d'une musique libre, en fait. C'est pour pouvoir, tu sais, on a tellement, oui, tu l'as dit, avec la famille, avec la vie de tous les jours, des règles, c'est correct, je suis capable de les suivre ou des obligations, des responsabilités. OK, ça va. Oui. Mais j'ai besoin, on dirait, d'être, j'allais dire le mot plus, mais De d'être dans t'ouvrir une à quelque chose, différence. oui, de Ouais. t'ouvrir à quelque chose de plus grand que toi. Oui, c'est ça. Je pense que oui, plus dans le sens plus grand que peut-être juste le quotidien. Parce que je m'en inspire, c'est certain. Tu sais, quand j'ai recommencé les laboratoires de création, Oui. c'est drôle parce que je me rappelle m'être réveillée la nuit pour rire. C'est rare. Tu sais, souvent, on se réveille la nuit, on s'en fait, on a le hamster qui court. Oui. Mais là, je me réveillais la nuit pour rire. C'était juste tellement fantastique. C'est comme reconnecter avec une beauté. Une beauté comme dans liberté, comme dans possibilité. En fait, je pense que c'est ça. C'est les possibilités Oui. qui s'offrent à nous. Puis je pense que c'est cet éveil-là que j'espère faire résonner avec la musique, parce que les possibilités sont dans la création, mais pas juste dans l'art. Mais être créatif, c'est pas juste pour l'art, Oui, mais c'est tu parles aussi dans nos vies, tu sais. oui, dans nos vies, effectivement, à tous les jours. Puis ça, c'est à différents niveaux parce on est impliqué différemment dans notre façon de vivre, dans la société qui est plus terre à terre. Mais tout le monde a besoin de revenir à cette dimension-là de la relation avec le monde qui l'entoure, là. Puis tu parles de relation avec la conscience et à la psyché humaine dans ta façon de faire de la création. Est-ce que tu dirais qu'il y a un aspect spirituel dans ce que tu fais, dans ton nouveau projet? Ben, clairement, Oui, parce que il y a je me vois souvent comme un pont, hein, un pont entre cette énergie-là créative que je vais essayer d'aller capter à ma façon, tu sais, qui passe à travers mon kaléidoscope. Puis il y a une redirection de cette lumière-là qui traverse ou de cette énergie-là en d'autres choses. Puis c'est certain qu'on est tous des caisses de résonance à ce qu'on perçoit. Puis si j'espère que cette musique-là vienne réveiller des espaces que peut-être on a laissé endormis ou qu'on avait laissé, dont on avait laissé la porte fermée ou tout oui. d'un coup ressentir ces résonances-là, venir se réveiller, ces caisses de résonance-là, Oui. venir vibrer pour La créer création autre devient chose. un outil très puissant à un moment donné, un peu dans cette quête-là d'ouvrir ces portes-là accessibles à tout le monde. Est-ce que Voilà. tu dirais que cette quête-là de nature profonde puis à la nature humaine, est-ce que tu dirais que c'est un aspect essentiel pour être un artiste ou mais ça, peu importe le niveau de conscience de cette quête-là, parce qu'il y a des artistes qui vont créer de façon plus simple, puis, mais quand même, ils vont ouvrir cette relation-là avec cette dimension-là. Puis, il y a des créations qui sont vraiment plus profondes, mais peu importe le niveau de relation ou d'implication dans cette relation-là, est-ce que tu penses que c'est essentiel pour être un artiste? Ben, je pense que de façon instinctive, souvent, l'artiste va créer d'un jet, puis va se lancer. Euh, mais il est toujours, je pense, il y a toujours un moment qui nous rattrape, puis qui vient nous demander, nous faire dire pourquoi tu fais ça? Mm. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux partager? Puis ça s'écrit pas toujours en mots, ça se décrit pas toujours en formules très concrètes. Moi, je sais qu'à la base, je lance les pots de couleur sur le mur. Tout n'est pas prémédité, tu Oui, comprends? Puis après, je vois qu'est-ce qui apparaît. Qu'est-ce que je veux faire ressortir? Ah, tiens, il y a cette ligne-là, il y en a une autre ici. Après, je vais les travailler parce qu'elle me parle. Je vois qu'est-ce qui apparaît d'un jet très instinctif, mais à un certain moment, oui, il y a les questions qui arrivent. Puis
il faut se forcer pour dire, OK, je vais aller la chercher, cette réponse-là, parce qu'elle doit être importante. Absolument. C'était vraiment intéressant la façon que tu en parles, Joran. Puis je dirais aussi, moi, ça me fait penser aux outils qu'on a pour aller chercher ces éléments-là. Ça me fait penser au niveau de la formation, justement. Là, on parlait que tu as fait tout un cheminement, qu'il y a eu les études et tout ça. Il y a des artistes autodidactes, il y a des artistes qui font plus de chemin académique que d'autres. Mais dans les centres d'emploi, on devient un petit peu plus terre à terre que Vas-y, vas-y. de parler. Mais dans les centres d'emploi, mettons que je suis un jeune, là, puis je veux aller à l'école, moi, j'ai un âme artistique, là, ça me nourrit, parce que ça part très jeune, ça, là, Mm-hmm. cette espèce d'ouverture-là, que je pense que tout le monde a, mais qui va l'exploiter de façon différente. Ouais. On arrive dans les centres d'emploi, puis là, on nous donne beaucoup plus d'outils qu'avant, mettons, à l'époque qu'on est allé, plus qu'à l'époque qu'on est allé à l'école ensemble. Là, les maisons de gérance sont là, les maisons de disques, les demandes de bourse, puis tout ça. Est-ce que tu penses que l'art devrait être considéré comme un métier? Ben oui, certainement. Puis mon premier conseil aussi, c'est, comme tu as dit, c'est pas un métier qui demande le même cheminement pour tout le monde. Parce que il y en a, comme tu disais, qui sont beaucoup plus instinctifs ou qui n'ont pas nécessairement étudié dans le domaine. Puis c'est vraiment pas toujours nécessaire. Oui. Chacun va chercher ses outils où il peut, où il veut, mais l'important, c'est quand même de le faire. L'important, c'est de se mouiller, c'est d'y aller, c'est do it. Oui. Puis plus t'en fais, ben c'est là que tout d'un coup, tu as des collaborateurs qui embarquent. Tu vas trouver des gens pour t'aider. Tu sais, les gens, il faut s'entourer des gens qui vont nous aider. Parce qu'il n'y a rien qui se fait tout seul. Oui. Oui, on parlait tantôt d'équipe, de relations avec les autres, une ouverture à la réception de la création, puis ça se fait dans la collaboration. Joran, dis-moi donc, qu'est-ce qui fait que tu as persisté aussi longtemps? C'est sûr qu'à un moment donné, tu as été approché par le milieu justement du cinéma pour la musique de film dans ton cheminement, puis ça a dû te donner un beau, c'est comme, OK, wow, ça se présente à toi. Mais pour quelqu'un qui se retrouve là, qui va au cégep ou à l'université, puis qui voit quelque chose se dessiner dans sa tête, puis qui sent qu'il faut qu'il aille par là, qu'est-ce qui a fait que tu as persisté autant? Y a-t-il eu des moments où est-ce que ça a été difficile ou est-ce que ton entourage, justement, t'empêchait un peu d'avancer, pas nécessairement volontairement, là, c'est pas ça que je veux dire, mais dans ce qui t'entourait, puis qu'est-ce que tu as fait pour persister aussi? Oui. Bien là, il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire. À tout moment, j'avais... c'est un peu mon genre de question, là. Oui. Bien, premièrement, je pense que c'est bon d'imaginer, de se faire de la visualisation, en fait. D'imaginer ce qu'on désire, ce qu'on aimerait, ce qu'on voit. Tu sais, vraiment se faire une image de qu'est-ce qu'on souhaite dans 2, 5, 10 ans. Puis de le faire, de travailler. Tu sais, si tu dis, OK, si je veux être là dans 10 ans, ben, il faut que je fasse ça avant. Donc, go! Oui. Tu comprends? C'est de le faire, là où on est rendu, puis de toujours se dire, OK, là, je suis là, voici qu'est-ce que je peux faire pour continuer d'avancer. À chaque jour, il y a un truc qu'on peut faire. Des fois, ça peut être de pratiquer, de composer. Des fois, c'est de faire le bon appel, de se dire, OK, ça peut être plein de choses. Tu sais, c'est pas juste... Donc, moi, je pense qu'en imaginant les choses, ben, des fois, elles arrivent, mais elles arrivent peut-être pas au moment où là, on l'a imaginé. Ça, c'est sûr. Tu sais, il y a des creux de vagues, c'est clair. Puis, tu vois, si j'ai ouvert ce livre-là au moment où je l'ai ouvert, c'est parce que c'était là qu'il fallait que je le lise puis que je ressente cette... OK, ça y est, il y a une autre vague qui va se lever. Puis, je vais pouvoir tranquillement surfer. Là. Tranquillement, je peux monter là, sur cette vague-là. C'est important, ça donne de l'importance à ce moment-là quand on s'ouvre, ça donne au cheminement lui-même, pas juste à l'objectif. Là. Parce que le cheminement, là, il est plus important même que l'objectif lui-même. Là. Mais non, mais ça, c'est tout. Ça, c'est
C'est tout à fait vrai. Puis il faut en faire un chemin agréable, un chemin nourrissant. Parce que c'est vrai que l'objectif lui-même, c'est pas ça qui est la vraie résultante. C'est vraiment comment le partage va s'être fait, les gens que ça va rencontrer, la création qui va s'être nourrie de plein de réflexions, plein de discussions. Ben oui. Absolument. Écoutez, ça va être c'est déjà le temps qu'on a pour l'entrevue. Joran, c'est vraiment extraordinaire de te retrouver dans cette circonstance-là, de jaser avec toi avant l'entrevue aussi. C'était super. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté. Si tu avais un mot de la fin à nous dire, autant pour ceux qui prennent connaissance de ton projet que ceux qui envisagent faire une carrière, là, se lancer pour ce qu'ils ressentent. Moi, en fait, là où où ça a toujours été, je pense que le meilleur conseil, c'est vraiment de suivre son instinct. Mais il faut être à l'écoute, il faut garder les antennes ouvertes, mais vraiment être capable de se dire OK. Puis d'avoir conscience des cycles aussi. Il y a des cycles. Oui. Ouais. Des cycles qui peuvent autant descendre que monter. Oui. Oui. Merci beaucoup, Joran. Merci. Vous pouvez prendre connaissance de ce que Joran a fait sur joran.com, qui est son site officiel, sur son Facebook, Joran, sur sa chaîne YouTube aussi, il y a beaucoup de contenu, et sur Instagram, Joran officiel. Vous allez pouvoir voir Joran en spectacle après les fêtes, en première le 6 et 7 avril au Grand Théâtre de Québec, à la salle Octave Crémazie. Wow! Et pour la première, le 21 avril, c'est toujours en 2022, au Théâtre Outremont à Montréal. Alors, mon nom est Jackie Poulain. C'était l'émission Vie d'artiste, la première. Et je vous laisse sur une pièce de Joran, qui est sur son projet MNET7 qu'elle vient de lancer tout juste ce vendredi le 17. Et c'est la pièce Femme 4. Femme 4. Femme 4 que j'apprécie particulièrement. Je trouve qu'elle représente bien à plusieurs aspects l'œuvre de Joran. Alors, merci d'avoir été avec nous. Merci, Jackie. De rien. C'est un plaisir. Bye-bye. Salut. Oh